J'ai donné ma démission de président de la Ligue, mais parce que j'avais besoin de travailler sur des questions vaccinales encore, mais que je ne veux plus m'occuper de la gestion de la Ligue, parce que ça m'a pris beaucoup de temps, ça a pris beaucoup d'énergie, et puis je laisse la place à d'autres plus jeunes et plus valeureux que moi. Et oui, Alors, vous avez quand même beaucoup donné. Combien d'années vous êtes resté dans je la suis Ligue? arrivé en 2017, quand je suis arrivé après la décision d'Édouard Philippe. C'est ça, Edouard Philippe, oui, de Jean-Philippe, mettre oui. en place les 11 vaccins. Mhm. C'est-à-dire au mois. Et puis là, j'avais été interrogé par la Ligue et je m'avais demandé d'assister à Paris à une conférence de presse de Madame Rivasi. Donc je suis allé à cette conférence de presse, j'ai rencontré énormément de gens, Serge Rader, Corinne Lano et d'autres personnes, Madame Rivasi bien entendu. Et puis petit à petit, je suis rentré dans le film de la Ligue, alors que j'étais membre depuis 97 exactement. Et puis tout d'un coup, il y a Monsieur Georget qui voulait qu'il y ait un nouveau président et il m'a poussé petit à petit à ce poste. Mais voilà, c'est tout simplement comme ça que je suis arrivé président de la Ligue. Et donc, qu'est-ce qui vous a amené en fait à vouloir intégrer la Ligue dans votre histoire, dans votre... Alors moi, mon combat, si tu veux, je pars du principe que la vaccination est une arme biologique, bactériologique. Et ça, c'est survenu à la suite de mes expériences africaines. J'étais dentiste en Afrique et quand j'ai vécu la crise du sida, j'ai découvert énormément de choses déjà, où j'ai vite fait la relation entre armes bactériologiques et des expériences médicales. Celui-là, c'était les années 80. 80. En 1982, moi je suis arrivé à Kinshasa et mon cabinet était rempli de patients américains et du jour au lendemain, plus personne. J'ai été surpris. J'ai vécu, si tu veux, le confinement déjà Mm. en 82, en quelque sorte. Et alors, jusqu'à ce que le médecin de l'ambassade des États-Unis vienne à mon cabinet, puis vérifie la stérilité, bon, après, c'est revenu normal. Mais alors, et là, j'ai rencontré Monsieur Jonathan Mann, qui était responsable du CDC d'Atlanta et qui venait s'occuper du sida. Et puis on est devenus amis, on a énormément échangé, et puis moi j'ai retenu de Jonathan Mann beaucoup de phrases qui me gênaient. Il a dit entre autres, le sida a été semé, nous ne savons pas ce que nous allons récolter, des choses comme ça. Enfin, très, très, c'était pas franc. En tout cas, c'était un homme charmant, il a écrit de nombreux livres, il a participé à la création de Médecins sans frontières aux États-Unis. Il est devenu Monsieur Sida à Genève. Et puis en 1997, je vais aux États-Unis et je rencontre l'auteur d'un livre sur les origines du sida. Et alors, c'est ce qui a été traduit en français par La guerre des virus. Et là, dans ce bouquin, j'ai énormément trouvé de références aux armes bactériologiques quelque part. Alors, c'est un livre qui est à prendre, on peut le lire, je l'ai cité dans mon Mhm. ouvrage, euh, et, et il pose énormément de questions sur l'origine du sida. Est-ce qu'il y a des influences nazies, peut-être, parce que les Américains ont recruté après la guerre énormément de nazis et qu'ils Mm. ont fait travailler aux États-Unis. Il y a plein de références sur l'origine militaire du sida. Et toi, tu avais peur quand tu vivais en Afrique du Pas du sida tout, pas du tout, Parce pas que tu du étais tout. avec ta femme et tes enfants. J'étais avec ma femme, mes enfants, mais j'ai jamais eu peur du sida. D'accord. Je veux dire que c'était un acte normal, j'ai pas eu peur de ce virus. Et, et puis, les choses se sont passées, comment il s'appelle, Montagnier a pris l'affaire, et donc c'était bien écrit dans le bouquin la façon dont Montagnier et Gallo avaient travaillé le sida. Alors, sur le point sur lequel il faut revenir, c'est que l'origine du sida, comme le dit un peu Martin Hahnemann. de Malone, Ah, il a déjà trouvé dès 66 des brevets de vaccins, etc. Mais moi, j'étais basé sur la réunion qui a eu lieu en juillet
1969 au ministère des Santé ou de la Santé ou de l'Armée, où il y a eu des gens qui ont dit, est-ce qu'il est possible de créer une arme bactériologique, un virus contre lequel il n'y a pas de traitement? Alors, les Américains ont dit oui, bien sûr, ça prendrait combien de temps? 10 ans, et comme ça coûterait 10 millions de dollars. Et à partir de ce moment-là, les recherches ont été menées dans les milieux américains, et ce projet aboutit sous couvert alors, c'est là, le bouquin est un peu confus, mais il y a des expériences avec le virus de la rougeole, pas de la rougeole, oui, peut-être de la rougeole à l'époque. Et puis, ça aboutit à la création du sida en Afrique. Alors, il faut comprendre que cette origine du sida, elle était ici au Congo, elle était aux États-Unis dans différents centres. C'était pas universel. Il y a eu des centres de propagation chez les homosexuels aux États-Unis, dans certaines prisons aux États-Unis et en Afrique. Bon, ça a suivi son cours, mais tout ça, ça commençait à me travailler sur la nécessité de chercher des traces d'armes bactériologiques là-dedans. Bon. Et puis, c'est comme ça que j'ai rencontré Michel Georget, qui m'avait fait venir une fois à Tours. Et puis, on avait discuté de ces questions-là, c'est très intéressant. Alors, ce que je remarque chez Michel Georget, lui, il était beaucoup plus réaliste que moi. Moi, je suis un petit peu... je cherche des éléments comme ça, mais j'arrive Oui, pas. une pensée Voilà. plus large, en fait. Michel Georget, c'est beaucoup plus Oui, scientifique. Bon. Et en tout cas, on est devenus amis, il m'a beaucoup aidé, et puis c'est là qu'il a dit, tiens, Jean-Pierre serait peut-être bien à la place de président de la Ligue. Bon, j'ai pris ce poste parce qu'il n'y avait pas de candidat, et c'était donc en septembre 2017, lors des événements pour combattre les 11 vaccins. Et c'est là que j'ai amené Senta. On s'était rencontrés dans d'autres circonstances, on avait partagé nos idées, et puis on est venus ensemble, Senta et moi. Et alors, le mois de janvier arrive, je prends la maison en main, mettre un peu d'ordre, etc. Il n'y avait plus tellement de gestion. Aussi, il y avait M. Lazarotto qui s'occupait très bien de la Ligue. Et puis, mais il était tout seul, il était âgé et tout, il n'y avait plus de mouvement. Et puis, moi, j'organise différentes manifestations, dont un stage à Saint-Germain-en-Laye, où j'invite des gens de France. Et arrive une personne qui s'appelait Florence Wurtz. Et elle m'envoie tous les jours des messages. Puis, moi, je dis, écoute, Florence, c'est bien gentil, des messages comme ça, je les ai tous les jours, mais si tu veux travailler avec nous pour la Ligue, je te propose de faire une lettre d'information, et moi, je te ferai un édito au fur et à mesure de l'action. Et c'est né comme ça, le 18 novembre 2018, la première édition de ce bulletin sort. C'était le moment où les Gilets jaunes montaient en puissance, c'était le premier jour des Gilets jaunes, et puis, je ne sais pas, je prends mon inspiration sur la vie sociale en France. Et c'était à destination, en fait, des adhérents de la Ligue. Des adhérents de la Ligue. Il faut savoir que la Ligue publie un bulletin papier qui est donné aux adhérents, et cette lettre d'information, on la distribue à tous ceux qui voulaient s'inscrire à cette lettre d'information. Ils le recevaient. Donc, et puis au fur et à mesure, je fais mes éditos. Donc c'est pour ça que le bouquin est un petit peu confus, peut-être. Je ne sais pas ce que tu en penses. Non, alors moi je l'ai lu avec grande attention. C'est très enrichissant dans le sens où il évolue à travers les années, et spécialement ces années Covid. Donc on y voit beaucoup de choses. Non, c'est très riche, et c'est très intéressant de faire un espèce de retour en arrière et de reprendre ça avec les années pour voir. Bon, c'est beaucoup des éditos, c'est toi qui les as écrits. Oui. Tu as cet avantage de parler, comment je peux dire, très posément, mais néanmoins avec des mots qui sont forts, des positions qui sont prises et qui ne sont pas lâchées. Et en fait, ça permet, je pense, à un maximum de personnes d'adhérer, dans le sens où il n'y a pas
ce n'est pas vindicatif, ce n'est pas agressif, c'est juste extrêmement posé et très sourcé. Donc on peut, oui, il y a cette largesse que tu as d'idées, à savoir, ça reste pas uniquement sur la base scientifique, même si ça l'est, mais c'est l'histoire, la géopolitique, tout ce qu'on peut vivre au quotidien. Donc c'est une vision très large et qui est toujours intéressante parce qu'on a l'impression d'être moins dans un entonnoir. On se dit, voilà, on a une vision d'horizon sur ce qui se passe. Et je dois avouer que reparcourir tous ces éditos, c'était très riche. Alors, donc, donc la crise Covid arrive, et puis cette crise Covid, elle n'est pas venue par hasard. Moi, dès le mois de décembre, janvier 2020, j'annonçais l'arrivée de cette crise. Oui, même avant, hein, on voit. Oui, bien sûr. Et donc, et puis la crise arrive en mars, avril, donc les premiers éditos de mars-avril qui font état de cette crise Covid. Et je me souviens, le 30 janvier 2019, oui, j'avais déjà fait ma crise Covid moi-même, hein, mais je dis, bon, je suis à Strasbourg avec un ancien collaborateur du professeur Montagnier, on était à European College pour les lois européennes qui travaillent. Et puis, parce qu'il y avait une audience prévue le 30 avril sur les obligations vaccinales avec l'affaire Barbitska en Tchéquie. Et donc, j'en parle à mon ami, j'ai dit, écoute, moi, cette crise Covid qui pointe son nez doucement, là, ça me tracasse. Et ça risque de faire comme ça avait fait pour la grippe H1N1. Qu'est-ce que c'est? Mais non, ça, c'est pas possible, ça va foirer du jour au lendemain, etc. Oui, tu as vu les choses arriver. J'ai vu les choses arriver. Et puis, je pars, mois de février, aux Canaries. C'est là-bas que je suis pris dans le piège du confinement. Je retraverse l'Espagne, etc. Et on était dedans. Et bien alors, à plein, c'est-à-dire du jour au lendemain, le 15 mars, on a été pris dans cette violence. On était interdit à la plage, l'armée surveillait l'accès aux plages, etc. Et comment tu le vis à ce moment-là? Parce que depuis toutes ces années où tu dénonces, où tu vois les choses, est-ce que tu étais en colère? Est-ce que tu étais presque soulagé que ça arrive parce que tu c'est justement ce sentiment, je dis, les choses avancent. Les choses vont dans le bon sens, enfin dans le bon sens, parce que dans les années précédentes, je sentais quand même que les actes politiques, etc., et judiciaires et démocratiques, tout ça foirait. Mais alors, je dis, qu'est-ce qui va se passer? Comment ça peut changer du jour au lendemain? Et c'est cet événement Covid qui a fait que tout a changé. C'est-à-dire que la politique, la démocratie, les juges, etc. Et c'est là où on s'est aperçu comment cette obligation vaccinale devenait quasiment un élément moteur pour que ça tienne, pour que le phénomène tienne, et qu'il était nécessaire d'obtenir cette obligation vaccinale. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Enfin si, je crois. Alors, c'est là où on peut se dire ça peut être nécessaire pour mettre en place la monnaie numérique, etc., etc. C'est-à-dire que si on vaccine tout le monde, on a son passeport, etc., on peut voyager et tout. Et c'est là où j'avais quand même senti cette dérive vers l'obligation vaccinale. Et c'est pour ça que dans ce bouquin, je traite beaucoup davantage la question de l'obligation vaccinale que le reste. Je ne m'occupe pas de virologie, ou très peu, je cite les actions que l'on mène au niveau de la Ligue, les actions que l'on mène, etc., contre un tel, contre un autre, etc. Tu as fait beaucoup de relationnel au niveau de la Ligue. Ah oui, bien sûr. Bon, je pense que tu étais un homme de relationnel déjà à la base. Oui, dans la mesure où j'avais quand même... Pardon. J'ai créé une entreprise qui m'oblige à voyager. J'ai sillonné l'Afrique du nord au sud et d'est en ouest, du Cap à Alger et de Dakar à Khartoum. Et je connais cette Afrique violente, mais puissante, et où il y a des gens, puis alors, tous les aspects africains. Et c'est dans ce contexte d'Afrique, si tu veux, où j'avais aussi un peu forgé mes connaissances sur les vaccins, sur les vaccins
inhumaines, je vais dire, Mm. les actions. Et puis là, à l'époque, c'était dans les années 2000, j'ai appuyé aussi mes voyages en Afrique sur ces relations doucement. J'étais curieux, je voulais savoir, mais je ne cherchais pas du tout à faire carrière sur le sujet. Est-ce que c'est aussi peut-être le regard différent des Africains par rapport aux Européens, quel est leur regard en fait, toi, qui es Ils subissent tout ça, c'est-à-dire qu'on a inventé le principe que la vaccination sauve des gens, donc ils y vont. Ils y vont. Et puis surtout, c'est quand il y a des conflits interafricains, ben, il y a une sorte d'arrêt des conflits, puis on va vacciner les gens partout. Puis on vaccine et les gens s'en vont, puis s'il y a des cadavres derrière, personne ne les relève. On avait vu en 2020, je crois que c'était au Congo, où ils ont annoncé qu'ils allaient vacciner dans les écoles et le ministre a dû arriver pour annuler cette annonce parce que tous les parents allaient chercher leurs enfants et ils ne voulaient absolument pas. Donc, il doit quand même y avoir. Il y a effectivement des refus vaccinaux. Alors, j'avais fait en 2000. Justifié, hein, par toutes les expériences qu'ils ont subies qui existent. Oui, en 2003, j'étais allé à Kinshasa, où j'avais longtemps travaillé. Et j'ai été invité par une association qui, justement, manifestait contre les obligations vaccinales, justement. Et j'avais été reçu à la faculté de médecine de Kinshasa, j'ai été reçu à la faculté de médecine de Lubumbashi, à tel point qu'il y avait un journaliste qui était venu à notre discours et dit, moi, je vais l'assassiner, le docteur Edier. Et malheureusement, tout ce que j'ai dit, il m'a dit, oui, franchement, vous m'avez épaté avec tout ce que vous avez dit sur la question des vaccins. Enfin, je ne sais même plus ce qui avait été dit. Mais en attendant, ce journaliste avait eu l'honnêteté de me dire que je ne me trompais pas. Et oui, c'était donc l'affaire SIDA. Et puis, et puis en 1994, déjà, je suis rentré dans le vaccin parce que j'avais fait une expérience en Albanie, dans le contexte albanais. Et puis un jour, je rencontre un Allemand qui me dit, tiens, vous connaissez l'Afrique, accepteriez-vous d'aller faire une mission en Afrique dans le cadre des vaccinations pour la coopération allemande? Et c'est là que je suis parti en Afrique et j'ai fait ces deux trucs-là. Le premier, c'était l'élargissement dans la réhabilitation du programme de vaccination en Côte d'Ivoire. Et le deuxième, c'était un projet d'étude pour la réhabilitation des centres de santé dans le cadre du SIDA. Et puis, je suis allé faire ces deux trucs. Et puis, moi, j'étais comme logisticien un petit peu du médecin allemand. Puis, ces choses-là m'ont fait ouvrir les yeux sur comment se mettaient en place ces centres de vaccination. Il y avait des choses qui me choquaient et tout. Et puis j'avais fait un rapport à Francfort. Quand tu dis des choses qui te choquaient, c'était quoi? Corruption ou des choses qui avaient l'air un peu louches Ouais, c'était faux, il n'y avait pas la chaîne de froid, ça ne marchait pas. Puis on continuait à vacciner, etc. Okay. Dans une préfecture au milieu du village, on jetait les déchets. Enfin, des choses qui ne correspondent pas à notre état de la santé en Europe. Et puis, le chef de projet, je fais mon rapport et il rappelle la personne, et le docteur Edier a beaucoup d'expérience. Mais c'est là que j'ai compris qu'expérience et expertise sont deux choses différentes, c'est antinomique. Si on a de l'expérience, on n'est pas embauché pour une nouvelle expertise. Enfin, ça c'est mon interprétation. Et donc j'ai pu être recruté là-dessus, et puis parallèlement, je me suis lancé dans la réhabilitation du programme dentaire en Afrique. Quand tu dis expérience, expertise, moi je te coupe le temps que je réfléchisse, ça sous-entendait qu'en fait, ils voulaient pouvoir demander aux gens de faire quelque chose sans qu'ils réfléchissent de trop. Voilà. D'accord. C'est-à-dire que l'expertise, on te donne un cahier des charges, il faut que tu fasses ton rapport dans le cahier des charges. Et tu n'as pas le droit de sortir du cadre. D'accord. Ok. Il faut que tu obéisses comme un bon soldat. Tu obéisses, un bon soldat, on te donne une expertise, tu l'as fait pour que ça colle avec mais c'est l'argent des contribuables allemands, il faut quand même que l'on protège. Donc ça, c'est mon interprétation.
Et alors, Kinshasa, enfin, de l'Albanie, je pars au Sénégal, enfin, en Côte d'Ivoire, puis au Sénégal, et puis. Alors, non, pardon, est-ce que j'en étais? Oui. Kinshasa? Non, non, ouais. Juste après l'Albanie, oui. Oui, oui, donc c'est comme ça que j'avais été recruté par la coopération allemande. Mhm. Voilà, bon, ça c'était. Ouais, alors c'était pour le sida. Et en 2003, j'avais été à Kinshasa à nouveau, à Lubumbashi, et puis j'avais rencontré des militaires qui m'avaient parlé que cette réticence aux vaccinations, elles étaient très antérieures à ces questions vaccinales. Ils m'avaient parlé de ces... Il y avait des sbires africains dans l'armée belge et qui se révoltaient parce qu'ils refusaient les vaccinations à l'époque. Ça créait énormément de dégâts. Bon, Avec des justifications, oui, réelles. réel, oui, oui. Ouais. Donc, et ça a alimenté mon désir de savoir. Et quand j'ai fait mon expérience Mhm. africaine en tant que développeur de la chirurgie dentaire, je me suis intéressé beaucoup à ces programmes de vaccination. Ça a amené en 2003, j'étais au Burkina Faso, et là, il y a un pharmacien, un ancien ministre de Sankara, qui me lance un appel sur la méningite, le, le- le vaccin à la méningite. Mais tous les ans, quand il y a l'armatan qui souffle dans le désert, il y a des campagnes de méningite. Alors, c'est là que j'ai repris les histoires et que j'ai découvert il y a une personne qui est allée faire un rapport en 2018 où que cette méningite, c'est un phénomène quasiment naturel, mais qu'il n'y avait pas excessivement plus de morts que d'habitude. Et puis ça a permis de mettre en place des programmes de vaccination financés par Bill Gates, etc. Et puis on a vacciné toute cette zone sahélienne jusqu'à ce qu'il y ait des accidents au Tchad. Et puis surtout, c'est qu'on s'aperçoit que des souches d'origine, ça évolue vers d'autres souches. On en est à la souche W. Alors ça, je n'ai pas Vous faites de encore. la vaccination ou naturellement? Alors justement, ça c'est une partie de mon travail que j'essaye Décortiquer, de de voir. Ok. décortiquer. Et que cette personne-là qui avait fait ce travail sur l'environnement, a dit si les gens travaillaient dans des conditions normales, il n'y aurait pas obligatoirement de ces trucs de méningite. Bon, ça c'est un autre élément. Et puis vient l'épisode de 2014, le Ebola. Je ne sais pas si tu te souviens. Euh, j'ai pas très, j'ai relu après, hein, parce que j'ai lu les livres de Robert Kennedy, mais L'épidémie d'Ebola. Alors, compte tenu de ce que j'avais retenu en Afrique, etc., des relations avec les organismes américains, je me penche sur la question et je découvre que le centre de Kenema au Sierra Leone avait été financé à hauteur de 7,5 millions de dollars par l'armée américaine. Et que là avait été créé un collectif d'associations, d'entreprises, et une sorte de Hemorrhagic Forum against les maladies hémorragiques, et sachant que l'Ebola n'est pas une maladie de cette région-là. L'Ebola, c'est une maladie qui intervient à 5000 km de là, à la frontière avec le Soudan, et puis ça n'a jamais fait tant de victimes que ça. Il y a eu des épisodes d'Ebola qui n'ont jamais fait plus de 500 morts. Ah, c'est déjà beaucoup. oui, bien sûr, mais Et en attendant, oui. mais ce dont on s'aperçoit, c'est que ça, c'était les relations avec l'armée, enfin, avec les Belges. C'était le centre de vaccinologie d'Anvers. Mais il faut se souvenir que les Britanniques avaient un centre de recherche des armes bactériologiques de l'autre côté de la frontière. Est-ce que Est-ce que ça se passe comme ça? Est-ce que ça a provoqué des échappatoires de virus? Ça a provoqué des épidémies?
Mais en attendant, il y a quelques petits points épidémiques que l'on retrace facilement dans les comptes de J'ai dit l'OMS. Nicolas avait signalé ça aussi à Fort Detrick aux États-Unis et Oui, oui. plusieurs points. Bon, bref, cette histoire de Kenema, c'est là où je découvre qu'il y a plus de 200, enfin, plus de 250, enfin, 250 vaccins en préparation. Et que de temps en temps, on essaye de faire des expériences avec ces vaccins. En attendant, Kenema, financé à 7,5 millions de dollars, tu as une ambassade de Nouvelle-Orléans, tu avais un fabricant de tests, un fabricant de vaccins, et puis toute une liste d'associations qui travaillent dans ce consortium. Que s'est-il passé à Kenema? Il y a eu des échanges qui ont été faits avec les pays voisins dans les villages, et tout d'un coup, une épidémie surgit. Une épidémie qui fait 30 000 morts, et non pas 500. Encadré par l'armée, c'est ça? Non, enfin, par ce forum, Ah, voilà. Oui, mais c'est 30 000 morts tout d'un coup. Alors là, j'ai recherché et j'ai trouvé énormément de traces de recherche sur Ebola. Et toutes avaient lieu en Afrique et aux États-Unis et parlaient de ces zones-là. Et c'est là que je me suis dit, il y a effectivement une relation entre le développement d'une épidémie et la présence d'un centre de gestion d'armes bactériologiques. Alors, on en est là, je recherche encore, et puis arrive l'histoire du sida, pardon, du coronavirus. Et là, donc avant la prise de position, je découvre qu'il y a ce laboratoire de Wuhan qui a été financé par la France. Et la France devait mettre 10 millions de dollars de fonctionnement dans cette laboratoire. laboratoire. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Les Français sont-ils là encore? Ne sont-ils plus là? Est-ce que les Chinois ont repris le dessus? Enfin, où travaillent-ils avec les Américains? Donc, il y a tout plein de points d'interrogation sur la gestion de Wuhan. Quand arrive cette crise du sida, alors c'est là où je dis dans le bouquin, est-ce que cette crise de sida est volontaire ou non? Est-ce que les virus sont d'origine de ce laboratoire ou non? L'origine naturelle, elle n'existe pas, la relation avec les bestioles. Et donc, et puis à partir de ce moment-là, je me suis dit, il se passe quelque chose de très grave. Et puis, on traverse la crise Covid. Et moi, donc l'objectif, c'est remettre en cause l'obligation vaccinale. Alors, il y a des éléments qui vont appuyer mes propos. Et puis jusqu'au jour. Et puis alors après, il y a des hommages à mes maîtres. Et puis il y a des accidents que l'on relate, dont un qui est survenu au mois de mai 2023. Et puis 2023, l'événement de Mézières-les-Messes, où on nous interdit de faire notre assemblée générale. Et puis là, j'abandonne, je dis j'arrête, on va passer sur une autre forme d'information. Donc, je veux remercier, j'ai tous ces éléments-là, est-ce qu'il y a moyen de faire connaître tout cela? Donc, je rencontre ma propriétaire qui m'autorise de publier ce livre, et puis Qui reprend tous ces qui éditos, reprend ces éditos de ces années-là. Et c'est tout, quoi. C'est un événement de circonstance. Et qu'est-ce que, dans tout ce que tu as vécu dans le cadre de la présidence de la Ligue, est-ce que du coup, tu as pu partager avec d'autres pays européens, d'autres pays du monde? Quelle est la richesse que tu as apportée en fait? Ah ben oui, moi j'ai été en Allemagne. J'ai été en Allemagne quand il y a eu cette volonté allemande de rendre la vaccination de la rougeole obligatoire. Or, en Allemagne, la Constitution empêchait la mise en place de vaccination obligatoire. Et donc, c'est là où ils sont parvenus à le faire, enfin, changer la Constitution. Ils ont mis en place la vaccination obligatoire en 2018. Puis, Ah oui, aussi, je ne savais pas. Ou 2019, et puis la crise SIDA est survenue. Et c'est pour ça qu'il y a un chapitre dans lequel je décris le mode de fonctionnement de ce vaccin. Ce vaccin va arriver parce qu'il va y avoir, des événements, ils vont imposer le vaccin.
Donc, Et comment ça se passe dans les pays? Parce que tu as dû aller dans des pays où il n'y a pas de vaccination obligatoire. alors, c'est Parce là. qu'en France, on a l'impression que c'est partout obligatoire, hein, mais Non, 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 il y a très peu de pays où c'est obligatoire. En Allemagne, en Italie, il y a eu 12 vaccins en 2017, la France, 11 vaccins en 2017, et puis d'autres pays plus ou moins, il y a des petites obligations par-ci, par-là. Mais c'est-à-dire que la propagande officielle se repose sur la santé collective. Et que donc il faut que tous les textes aillent dans l'obligation vaccinale au titre de la santé collective. est-ce qu'il y a des pays où la vaccination est beaucoup moins élevée? Parce qu'en France, même avant les obligations, les gens faisaient à 95-97% les vaccins, même si c'est une obligation. Est-ce qu'il y a des pays où c'est moins le cas? Dans le nombre de pays, c'était moins le cas, en effet. Mais c'est là que le Covid arrive avec la charge de boulot. Et qu'il faut mettre en place cette vaccination obligatoire. Point. Et c'est là le thème du livre, je sais, contre toute vaccination obligatoire. Et c'est ça, si tu veux, qui doit surnager de ce bouquin. Donc, être contre les obligations et comment on parvient à changer les libertés individuelles pour y parvenir. Oui, c'est effectivement flagrant. Alors, c'est assez terrible quand on voit le déroulé du mécanisme à partir du moment où on prend un petit peu de recul, c'est impressionnant. Et du coup, donc là, aux 70 ans de la Ligue, hein, c'est ça que vous avez fêté au mois de juin, tu donnes la main de la présidence à Martine Gardenal, mais toi, tu restes vice-président. Ça veut dire que non, je suis président d'honneur. Président d'honneur. C'est un beau titre, mais finalement, c'est qu'on me fout la paix, on va pas me dire m'emmerder avec d'histoires au quotidien. Non, mais tu peux encore être informé, etc. Oui, mais au contraire, je m'informe toujours et Ça pas de rester là. Oui, la paix est là. Et c'est ce que je veux parvenir à faire, c'est travailler sur le sida, travailler sur Ebola et travailler sur la méningite. Trois thèmes, trois sujets que j'ai vécu moi en Afrique et que je voudrais pouvoir mettre en... Développer un petit peu. Mais moi, mon problème, c'est que je ne sais pas écrire. Donc, je travaille avec quelqu'un qui a une très belle plume. D'accord. Et qui, en espérant qu'elle arrivera à trouver dans mes idées lancées en vrac, des pistes de recherche. Et l'idée, c'est de sortir un livre, du coup, ou peut-être de faire des éditos pour la Ligue tout Non, pas d'édito. Je ne veux plus faire d'édito pour la Ligue. On verra ce que nous réserve l'avenir. On verra comment va évoluer la situation politico-sanitaire. Si on voit qu'il y a toujours des éléments pour les obligations vaccinales, parce qu'on voit en ce moment énormément d'actions où il y a des campagnes de vaccination à tout bout de champ. Aujourd'hui, c'est sur les canards, demain sur les poules, après les bœufs. Enfin, il y a les poissons, tout. Alors, ils veulent parvenir à mettre en place tous ces vaccins qui ont été financés par de la recherche privée, parce qu'ils veulent aussi revenir un peu sur leurs investissements, tous ces investisseurs. Oui, je crois. Parce qu'ils sont gavés avec le Covid, on a l'impression qu'ils ont rempli leur poche. En attendant, pardon. Oui, là, actuellement, ça ne paraît pas trop dans la presse, mais tu as tous les jours des campagnes de vaccination contre la grippe H1N1, par la grippe H1N1, la grippe aviaire, etc. Donc, il faut être très suspect sur... Oui, c'est parce qu'on n'en parle pas dans les médias que ça n'existe pas. Et ça existe encore. Et il y a aussi le HPV, qui a fait des victimes comme à Nantes. Alors justement, en termes de victimes, comment vous vivez cette confrontation à la Ligue? Parce que j'imagine que des victimes vous ont appelé au niveau de la Ligue. Je crois que dans le mot que met Martine Gardenal, elle rendait un hommage à cette émotion que c'est de rencontrer les victimes. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors ça aussi, c'est un choc, hein, parce que moi, au niveau président de la Ligue, j'ai rencontré énormément de personnes qui ont des enfants handicapés, lourdement handicapés, et ces pauvres gens-là sont démunis, totalement démunis. Alors, moi, donc les gens viennent à la Ligue, on essaie de les mettre en relation avec un avocat, et tous ces avocats jusqu'à maintenant ne prenaient pas obligatoirement la bonne piste pour faire reconnaître la relation entre la vaccination et leur état. C'est ça le problème, c'est que tu ne peux pas
les gens sont vaccinés, mais ils ne tombent pas malades tout de suite. Donc, c'est quasiment impossible. Alors, je travaille avec un avocat de Rouen qui, actuellement, il veut mettre l'ONIAM face à ses responsabilités et d'indemniser tous ces victimes de vaccins en espérant que l'obligation vaccinale puisse céder, peut-être. Sachant que l'ONIAM, c'est des fonds de l'État, donc des fonds du citoyen. Hein. C'est En en plus. aucun cas des fonds des laboratoires. Oui, alors c'est compliqué cette histoire d'ONIAM, mais en attendant le travail de cet avocat, moi ça fait 5 ans que je travaille sur le sujet. 5 ans. 5 ans, ouais. Et les questions juridiques prennent énormément de temps. Il me semblait avoir vu dans le livre de Kennedy qu'en fait, ils avaient essayé de sécuriser un maximum toutes les possibilités juridiques. Et Judy Mikovic expliquait qu'au fur et à mesure des années, puisqu'elle avait fait partie du tribunal des vaccins aux États-Unis, quand il y avait un cas qui passait, il s'occupait de faire légiférer derrière pour que s'il y avait un nouveau cas qui arrive du même acabit, il ne puisse plus passer. Donc finalement, au bout de quelques années, tout est fermé, quoi. Absolument, absolument. Et c'est là le drame auquel on est confronté au quotidien. Mais en attendant, les parents qui ont un gosse handicapé, c'est horrible. C'est horrible. Et ils sont abandonnés de tout. Et nous, on n'a pas les moyens de les prendre en charge. Est-ce que le deuxième traumatisme, c'est pas pour ses parents de se rendre compte qu'en fait, on le savait tout ça, enfin qu'ils ne sont pas une exception. En fait, il y a beaucoup d'enfants qui subissent des effets secondaires plus ou moins graves, évidemment, mais que c'est pas. Pour eux, ça doit être terrible, en fait, je pense, non? Absolument, oui. Alors, je veux dire, j'ai vu des cas. Alors, ça brise les familles, ça brise les couples. Il faut. Et ça, malheureusement, personne n'en parle. On camoufle les cas. On l'a bien vu avec le Covid, il était hors de question de parler des effets secondaires, dès qu'on en parlait. Mais est-ce que du coup, est-ce que tu as des retours aussi de médecins qui ont pris conscience? Je veux dire, est-ce que, par exemple, un parent qui a son enfant qui se retrouve lourdement handicapé, est-ce que le médecin de famille, du coup, prend conscience? Est-ce qu'au moins ça éveille ou est-ce qu'ils font un déni souvent? Ils sont rares. Okay. Et ça, c'est toujours pareil. Vaccin, c'est lié à un virus. Or, cette virologie, si tu veux, c'est une science récente. Moi, je me souviens quand j'ai commencé mes études en 68, le cours de virologie, c'était tout simple. Et on s'est aperçu que ça a pris l'essentiel de la médecine aujourd'hui. Or, tout ça mérite d'être mis en question. Comme je parle dans le bouquin, c'est les virus, on en a tous besoin. Mais qu'est-ce qui fait que nous sommes agressés par des virus? Alors là, il y a différentes causes possibles. Il y a ces injections, il y a des prises de médicaments, etc., qui font qu'on est infesté de virus mutent. Oui, parce que Pierre Chaillot disait, là, il est passé à Thionville pour une conférence, et il expliquait qu'ils avaient essayé de rendre des gens malades du Covid. Donc, déjà, en les mettant en contact avec des malades, ça n'a pas fonctionné. En faisant des prélèvements dans le nez, en les mettant dans le nez de la personne saine, ça n'a pas fonctionné. Et à la fin, en faisant même une prise de sang et en transfusant des personnes saines avec, et que ça n'a pas fonctionné. Donc c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Alors moi, avec Pierre Chaillot, on s'est déjà croisé. Il m'avait dit... il y a 5 ans, je vous aurais pris pour un fou en parlant de moi. Hein. C'est ça. Et depuis maintenant, il est encore plus agité que moi. Enfin, agité, non, intellectuellement. Oui, mais il a fait beaucoup de recherches. Sa conférence était intéressante. Je lui avais dit, surtout, sois prudent, ne mets pas obligatoirement le virus sur la maladie. Enfin, et je dis, il faut rechercher encore davantage. Mais en fait, c'est là qu'on se rend compte qu'on est dans une telle propagande depuis des dizaines d'années, une centaine d'années, que en fait, remettre ce principe-là n'est juste pas possible. C'est là qu'on se rend compte qu'on est dans un dogme, mais il n'y a pas de doute. Donc il faut presque un choc pour que le doute puisse s'installer, quoi, en fait. Oui, alors justement, c'est là où je dis liberté sous surveillance, on n'a plus le droit de parler aujourd'hui. Et pourtant, il y a des éléments qui prouvent la difficulté. Mettre la relation entre maladie et virus, c'est une fausse piste. On est toujours sur des fausses pistes dans ces histoires d'infection, de contagion, etc.
Donc on part sur des fausses pistes et pendant ce temps-là, on oublie le reste. Et Donc, c'est peut-être pas la piste unique, en fait. non, c'est pas la piste Hein? de la Voilà, piste. et c'est un ensemble. Absolument. Ok. Et comme je le dis, c'est Mm. plus philosophique, religieux, judiciaire. Ça couvre énormément de domaines. Et mais voilà, c'est ce que C'est j'avais. la notion holistique de santé, Voilà. en fait, qui ne se C'est- réduit pas voilà. juste à du. C'est ce que j'ai essayé de mettre bout à bout là-dedans. Oui, oui. C'est un petit peu décousu peut-être. Je ne sais D'accord. pas si c'est. Non, c'est très, ça avance avec la chronologie du temps. Oui. Donc je trouve que non, c'est très inspirant de lire, surtout quand on le lit aujourd'hui et qu'on revient 4-5 ans en arrière, on a les yeux plus ouverts, on comprend plus de choses. Voilà. Certainement que des gens qui ont lu ton édito en 2019 n'ont pas vu qu'aujourd'hui, quand on relit, et peut-être quand on en lira dans 3-4 ans, on comprendra encore. Donc c'est toujours bien. Espérons que cet ouvrage soit une trace pour le futur. Mais ce que je veux, c'est marquer un petit peu le futur par un événement précis dans le cadre de cette Covid. Alors, si ça plaît aux gens, tant mieux qu'ils le lisent, qu'ils commentent. Je pense que déjà d'arriver à relire des livres, c'est très important parce qu'on cale les informations différemment, on peut y revenir, on peut prendre le temps. Et puis c'est une activité qui est saine, quoi. Les informations aujourd'hui sous forme de vidéos, de TikTok, c'est très polluant. Alors que lire un livre, on peut vraiment se poser et les informations sont beaucoup plus, comment dire, imprimées dans le cerveau, hein, mémorisées, ressenties. De façon beaucoup plus forte avec un livre. Donc, merci pour celui-là. Alors moi, je cite beaucoup de gens, hein, tous les gens qui ont fait, parce que moi, je n'ai pas fait grand-chose, hein, je n'étais que gestionnaire de la Ligue, et puis j'ai fait... Oui, alors ça, c'est un petit peu énervant, parce que si, tu as fait beaucoup de choses. En fait, chacun amène à son niveau, mais je pense que tu as fait beaucoup pour la Ligue, notamment d'ouvrir tous ces contacts, d'avoir cette vision plus large. Pour moi, c'était extrêmement important de sortir de juste le petit focus scientifique, alors que, voilà, c'est un petit point sur le tableau, alors qu'il y a un ensemble géopolitique qui est important. Et c'est là où s'aperçoit qu'il y a aussi des éléments... Alors, je fais toujours référence à la guerre NBC, hein, c'est-à-dire que les États doivent protéger les gens contre les risques nucléaires, bactériologiques et chimiques. Hein. Eh bien, cette recherche se situe dans le risque B. Et ben voilà, je veux dire, je n'ai pas d'éléments pour juger la vaccination. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est utile? Je ne le crois pas, personnellement. Il faut encore chercher davantage sur la virologie, sur la science, etc. Alors, nous avons eu dans cette crise énormément de gens. Chacun aborde le sujet en fonction de son passé et l'analyse en fonction de ses connaissances. Il y a... Alors, espérons qu'il n'y a pas cette ouverture, cette large ouverture d'esprit que j'ai essayé de mettre sur cette question, tout simplement, de l'obligation vaccinale. Ouais, et je trouve que chacun des présidents de la Ligue avait son caractère particulier et qu'il apporte une richesse supplémentaire. Quand on lit le livre de Fernand Delarue, c'était vraiment pour l'époque, hein, revenir sur la vaccination de tuberculose, etc., c'est très enrichissant. Ensuite, on lit Michel Georget, forcément, c'est une démonstration impeccable. Et quand on te lit, toi, sur cette ouverture, ben, c'est vraiment, on a l'impression d'évoluer avec ça, ou à la vision globale, en fait. Espérons que ça porte ses fruits, c'est tout. C'est tout ce que je demande. Oui, oui. Ben, écoute, tu nous tiendras au courant pour ton livre quand il sera voilà. Ça, aujourd'hui, j'ai besoin de calme. Bien sûr. De calme et de repos, parce que j'arrive à un âge avancé. Hein, et c'est que je laisse les jeunes travailler à ma place. Et des gens comme Chaillot, qui fait un travail remarquable, des gens comme Alexandre Orion-Côte, qui fait un beau travail, des gens comme Ariel Bigrand, etc. Tout le monde apporte des éléments, et ces éléments-là avaient été donc traduits dans le bouquin de Horowitz, que j'avais traduit en 2098, où ces éléments pédocriminels,
viraux et politiques sont tous Imbriqué imbriqués lié dans dans le le même livre. problème. Voilà, c'est ce que j'espère trouver. Bon, on espère que la Ligue aura du monde pour les aider parce qu'on a Oui, l'impression, il y a du voilà, travail, il y a du que travail. chacun peut faire un petit peu quelque chose, ce qui fait Ouais. que c'est moins harassant pour Alors, pour les quelques-uns. je croise les doigts, j'ai trouvé quelqu'un qui peut m'aider dans ce travail. Bon, écoute, Merci. c'est super. Bah, écoute, Jean-Pierre, au plaisir Avec de plaisir. te rencontrer de nouveau et merci pour ce moment avec toi. Merci. Allez, au revoir.